Bonjour. Bon, je suis un peu triste là parce que ce matin, comme ça se passe un peu partout en France, mais ce matin c'est à Abbeville, les cabanes se sont fait démonter, qui se trouvaient à l'entrée de l'autoroute. Je les avais visitées avant Noël pour vous dire un peu les personnes qui étaient à l'intérieur. À l'époque, j'avais retrouvé une auxiliaire de vie sociale qui s'occupait donc des personnes âgées. Et elle, la principale doléance dont elle m'avait fait part, c'est qu'elle avait un problème, je ne sais plus, une opération à faire à la hanche ou quelque part, enfin tous les trucs qu'elle souffrait, et que se renseignant sur cette opération, elle s'était rendue compte qu'elle avait encore 800 euros à payer, en plus de la complémentaire qu'elle payait déjà alors qu'elle cotisait. Et c'était ça, son moteur pour être là. Et puis elle y avait retrouvé une jeune femme, Marion, qui elle s'occupait dans une association de gérer les dossiers des auxiliaires de vie sociale et était écœurée par la manière dont elles étaient gérées, avec 2 heures par-ci, 2 heures par-là, le temps de transport qui n'était pas payé, des femmes qui touchaient du coup à la fin du mois 700, 800 euros, qui restaient sous le seuil de pauvreté alors qu'elles travaillaient toute la journée. Il y avait aussi un boucher, l'autre militant qu'on avait trouvé, c'était un jeune boucher qui avait allé de Abbeville à la Normandie tous les jours à faire des allers-retours, et il y avait un prof à la retraite. Voilà un peu Et c'est des gens qui n'ont jamais commis de violence. Évidemment, ils sont allés un petit peu perturber le conseil d'agglomération. S'il y avait eu les vœux du maire d'Abbeville, ils seraient venus dire bonjour. Voilà. Et là, ce sont des pauvres gens, enfin, je dis ça comme ça, mais qui voilà, c'est un symptôme de pauvreté qui s'était installé. Et leur manière de protester, c'était d'avoir installé une cabane avec, ils m'avaient montré leur cuisine, ils avaient montré leur salon, où il faisait hyper froid évidemment, avec un groupe électrogène. Alors cuisine et salon, il faudrait y mettre beaucoup de guillemets. Et donc ils vivaient là, durement, dans le froid, dans l'humidité. Et c'était leur manière de protester. Et se dire qu'on a envoyé la police ce matin, il y avait le sous-préfet qui était sur place, le sous-préfet qu'on avait rencontré, on est allé le rencontrer à la sous-préfecture d'Abbeville, il ne s'était jamais rendu pour rencontrer les gilets jaunes dans leur cabane. La première fois qu'il les rencontre, c'est avec la police entre eux pour faire démonter les cabanes. Et se dire que les petites maisons des pauvres, elles sont détruites de cette manière-là aujourd'hui, à Abbeville, mais un peu partout de la même manière à travers le pays. Et je pense en particulier à Dions, à cette toile, hein, ce 4x3 de Marcel, qui en vérité, on vient d'apprendre, s'appelle Bernard, mais bon, qui pour la postérité, dans notre film, ainsi de suite, s'appellera Marcel, mais voilà, cette superbe toile dont on a décidé, dont le pouvoir a décidé de faire un autodafé et de la briser, parce que sinon c'était un totem pour les gens de Dions. Se dire que ça se passe comme ça dans notre pays, que voilà, on interdit cette manière de protester hyper pacifique et que à la place, on leur dit allez débattre, allez dans le grand débat. Mais il faut voir que chacun peut avoir ses méthodes d'interpellation dans la démocratie. Aller dans des grandes réunions, utiliser des grands mots, jeter des feuilles, attendre son tour de parole. Bon bah voilà, c'est une méthode pour ceux qui aiment bien réussir à l'école peut-être. Et puis il y a peut-être d'autres méthodes d'interpellation démocratique qui n'en sont pas moins pacifiques en l'occurrence, mais qui sont d'être présent avec son corps à l'entrée de l'autoroute, de faire signer des papiers, voilà, d'être là avec sa cabane, son symbole. Alors évidemment, dans la France moderne, start-up, nation, tout est numérique. On imagine des cabanes. Alors si les Américains ils voient ça chez nous, ils vont pas vouloir investir, tu vois. Tous ceux qui vont au château de Versailles là que Macron il invite pour dire venez investir en France malgré les gilets jaunes. C'est sûr que quand ils vont voir les cabanes à la sortie de l'aéroport Charles de Gaulle, peut-être que ça va leur faire dire mais attendez, on est en France ou on est au Brésil là? Ben comme au Brésil, on démonte les cabanes des pauvres en envoyant des bulldozers, des policiers et ainsi de suite. Et je voudrais dire que bon, l'une des vertus de ce moment, c'est que ça révèle le vrai visage de notre président. Start-upper, moderne, souriant, et ainsi de suite, un intellectuel en politique, on a entendu dire. Eh bien voilà, la réalité, c'est que derrière se cache Monsieur Thiers. 18 mois plus tard, on a Monsieur Thiers. Alors évidemment, un Monsieur Thiers moderne, c'est pas 20 000 morts avec les pieds qui baignent dans le sang, mais ce sont des flashballs, c'est de la matraque. Voilà comment on va régler le sort du peuple. Je faisais la comparaison il y a quelque temps en disant Macron, c'est Dorian Gray. Hein, il a toujours ce visage
jeune alors qu'il a des idées vieilles. Et donc, on devrait voir ses rides sur son visage, tout comme dans le roman d'Oscar Wilde, c'est sur la peinture que Dorian Gray vieillit. Mais là, c'est pas seulement ça, c'est que sur le visage de Macron, aujourd'hui, on devrait voir des bleus, on devrait avoir des ecchymoses, on devrait voir des cicatrices, on devrait voir des dents qui sont tombées, parce que c'est la manière dont il a choisi de s'adresser le plus concrètement à son peuple. Voilà quel est... alors, c'est l'avantage, c'est comme un masque qui tombe. Et on voit la réalité de ça. Mais je voudrais dépersonnaliser. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est l'expression d'une caste. Il est l'émanation d'une classe. Et il remplit le rôle que cette classe et cette caste lui demandent de remplir. Et là, le rôle qu'on lui demande de remplir, c'est que l'oligarchie ne doit pas céder face à la démocratie. On doit instaurer une... Il a été missionné pour ça. Il a été missionné pour remplir cette fonction-là. Alors tiens, peut-être que je peux passer directement, je n'avais pas prévu ça, mais je vais passer directement au grand débat parce que ça fait le lien. Le 10 décembre, où est-ce qu'il est mon paplard? Le 10 décembre, au cœur de la crise des Gilets jaunes, dont on n'est pas sorti et dont je pense que c'est une crise de longue durée. Avec ou sans Gilets jaunes, il y aura d'autres formes. Mais ce qui est engagé aujourd'hui, c'est le combat de l'oligarchie contre la démocratie. Au cœur de cette crise, Emmanuel Macron, qui sent bien qu'il est en train de perdre pied, qu'il n'a plus la main, énonce ça. J'ai besoin que nos grandes entreprises, nos concitoyens les plus fortunés, aident la nation à réussir. Je les réunirai et prendrai des décisions en ce sens dès cette semaine. Dès cette semaine. Alors là, je voudrais lancer un appel. Franchement, moi j'étais sur les routes de France. Alors on mettait de France Info de temps en temps, mais pas très souvent. Je voudrais lancer un appel à tous les gens qui nous regardent là sur Facebook, sur YouTube. Donnez-moi des nouvelles. Qu'est-ce qui a été décidé cette semaine-là, la semaine du 10 décembre, avec, nous dit-on, les grandes entreprises et les citoyens les plus fortunés pour qu'ils aident la nation à réussir? Qu'est-ce qui a été décidé? Voilà. Est-ce qu'ils ont été réunis? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais vraiment que vous m'adressiez des informations. Et alors, il dit, bon, de toute façon, on ne touchera pas à l'ISF, ça c'est un truc sacré. Bon, et ensuite, il poursuit. Pour bâtir une France du mérite et du travail, le président a souhaité que le gouvernement et le Parlement puissent aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Les dirigeants des grandes entreprises françaises doivent payer leurs impôts en France. Les grandes entreprises qui réalisent des profits en France devront payer l'impôt en France. Et il dit ensuite, ces transformations ne se conduiront qu'avec vous. Un grand débat national aura lieu dans tous les territoires. Et donc on comprend bien que ce grand débat national, il va avoir comme sujet, entre autres, parmi d'autres, mais enfin comme sujet important, ces évasions fiscales, ces grandes entreprises qui doivent payer leurs impôts en France, ces PDG qui doivent payer leurs impôts en France, évidemment, avec Carlos Ghosn. On est là dans le cœur de la crise des Gilets jaunes. Et là, j'ai écouté les vœux d'Emmanuel Macron. J'ai même, sur Internet, ça va plus vite pour faire des recherches lexicométriques. Lexicométriques, alors moi j'ai une formation linguistique, mais mètre, ça veut dire mesure, lexico, ça veut dire le langage, les mots, donc on mesure les mots. Je tape dans les vœux, je tape évasion, 0 fois le mot évasion. Je tape fiscal, 0 fois le mot fiscal. Ça a été complètement évacué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a suffi que les dirigeants du CAC 40, tiens, on l'a là, oh mince, coupe. Il a suffi d'un haussement de sourcil de ses amis PDG. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça, simplement. Ouais, je sais bien le faire. Je maîtrise le haussement de sourcil. Ils ont fait ça et Emmanuel Macron, il est rentré à la niche. C'est tout. Il est rentré à la niche. Il a été missionné par eux, il a été missionné par Lagardère, il a été missionné par Drahi, il a été missionné par Niel, il a été missionné par tous ses copains pour remplir la fonction de porte-voix, porte-flingue de l'oligarchie. On lui a dit, tu touches pas à ça. Tu touches pas à l'évasion fiscale. Tu touches pas où on paye les impôts. Il est rentré à la niche. Point barre. Et là, évidemment, dans le grand débat national, là, j'ai lu, pareil, je lis du Macron, moi. Alors déjà, bon, son truc est hyper long. Hein. Je pense toujours qu'il faut rendre à la France sa prospérité pour qu'elle puisse être généreuse, car l'un va avec l'autre. Déjà, je suis pas d'accord.
c'est toujours la même chose. C'est que je pense qu'aujourd'hui, le gâteau en France, il est suffisamment grand pour qu'en le partageant, tout le monde en ait sa part. C'est plus nécessaire aujourd'hui de faire grossir le gâteau, il faut juste se le répartir mieux. Et l'argument de tous les conservateurs, l'argument de tous les libéraux, l'argument de tous les gens de droite, c'est de dire non, il faut d'abord faire grossir le gâteau, et quand le gâteau il aura bien grossi, on pourra mieux le répartir. Non, aujourd'hui le gâteau il est assez gros. Là, les Échos, les dividendes du CAC 40 retrouvent leur niveau record, 57 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2018. Dividendes et rachats d'actions en hausse de 12%. T'as vu les salaires augmenter de 12% toi en même temps? Le signe que les groupes phares de la Bourse de Paris ont retrouvé confiance en l'avenir et blablabla et blablabla. Et juste en dessous, c'est marrant là, le choc des graphiques, tu as cette information, une explosion, tu vois, une multiplication par 2 des CDI d'1 mois ou moins. C'est-à-dire l'explosion de la précarité. Et il y a un lien entre ces deux nouvelles. Et donc la question, elle pourrait être, comment à la place de filer 57 milliards d'euros à vos actionnaires, vous filez cet argent-là à vos salariés, entre autres pour lutter contre la précarité, entre autres pour lutter contre travailler dans la pauvreté. Donc c'est la question interdite. C'est la question interdite dans le débat. Et on nous dit, d'abord, il faut la prospérité, puis une fois qu'on aura la prospérité, on verra comment répartir un peu mieux, peut-être, les richesses, mais bon. Et donc là, dans son propos, et il y a évidemment 0 fois le mot évasion, mais justice fiscale, ça n'y est pas. C'est une question qui est devenue interdite. La justice fiscale et la justice sociale qui sont au cœur de ce mouvement, on l'a vu dès le 17 novembre quand on y allait, on était sur les contrats endés, on était sur les revenus des handicapés, on était sur comment on va payer notre fuel, on était sur de la revendication sociale et fiscale. Comment ça se fait que nous on paye alors qu'en haut ils ne payent pas? C'est ça le cœur du sujet. Et Emmanuel Macron, en fait, ce cœur du sujet, il fait tout pour l'éliminer ou le marginaliser. Et donc, le premier sujet porte sur nos impôts, nos dépenses et l'action publique. Mais il n'y a absolument aucun moment où il dit qu'il va pouvoir peut-être faire payer un peu plus les riches. Il n'en est pas du tout question. Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises pour corriger cela, afin d'encourager l'investissement et faire que le travail paye davantage. Elles viennent d'être votées et commencent à peine à livrer leurs effets. Le Parlement les évaluera de manière transparente et avec le recul indispensable. Quand on connaît la grande indépendance du Parlement, c'est Toutou qui lève le doigt quand Macron leur demande de lever le doigt et qui vont faire pipi quand il leur demande de faire pipi. On peut être assuré de la qualité de l'évaluation. D'ailleurs, même quand on a des rapports sur le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est pas le Parlement là, c'est l'INSEE, c'est des tas d'instituts indépendants qui ont fait des rapports pour dire le CICE est une catastrophe, ça sert à rien, c'est 20 milliards d'euros de dépensés tous les ans pour que dalle, notamment en cadeau aux grandes entreprises et à la grande distribution, on continue quand même. Donc les évaluations, elles servent absolument à rien. Et donc il n'y a aucun moment où on se demande comment on va rétablir de la justice fiscale dans ce pays en faisant aussi payer les riches, en faisant payer les plus grandes fortunes. Nous pouvons, quoi qu'il en soit, poursuivre les baisses d'impôts sans baisser le niveau global de notre dépense publique. C'est faux. On pourrait très bien baisser les impôts pour les plus pauvres et les augmenter pour les plus riches. Je suis désolé, mais notre slogan de départ de cette histoire-là, rends l'ISF d'abord. Rends l'ISF d'abord. Attaque-toi aux 80 milliards d'euros d'évasion fiscale. Et attaque-toi à tous tes copains qui vont placer leur filiale au Luxembourg, aux îles Caïmans, à Guernesey, en Suisse et ainsi de suite. Attaque-toi à tout ça. Mais évidemment, tous ces gens-là, ce sont les gens qui sont les plus proches de Macron. Il faut bien voir que la contradiction que Macron a gérée dans la durée, c'est qu'il a reçu un double, voire un triple mandat. Le premier mandat, c'est les super grands électeurs qui ont choisi Emmanuel Macron. Les super grands électeurs, notamment médiatiques, qui possèdent Le Monde, Libération, BFM, RMC, qui possèdent le Journal du Dimanche, qui possèdent Paris Match, qui possèdent Le Parisien, qui possèdent Les Échos. Bon voilà, c'est qui? C'est un cartel, on dit, de 10 oligarques, grosso modo, qui détiennent 90% de la presse, mais enfin, on va dire Drahi, Bernard Arnault, Niel, Lagardère et Bouygues et Bolloré. Tu attends à 6. Bon, il a une espèce de quinte royale. Bouygues, moyen, mais les autres, il les a bien, tu vois. On détaillera ça plus tard comment. Bon, voilà, ils l'ont choisi. Ce sont les hyper-électeurs. Tu vois, c'est comme quand tu es dans une association et que il va arriver ou dans une mutuelle ou un truc, il va y avoir un vote.
Bon, bah, en amont, tu as déjà fait le vote avec tes copains et il y a déjà les grands actionnaires ou les grands émetteurs qui sont déjà prêts. Bon, voilà. Là, boum, tu as les hyper-électeurs. Deuxièmement, quand il fait des dîners de fundraising, ou qui est-ce qu'il a? Il a des gens qui lui signent des chèques de 7 500 € avec une promesse. Je supprimerai l'ISF. Je supprimerai l'ISF. Parce que, à la limite, les hyper-électeurs, ils ne sont pas concernés. Drahi et compagnie, ils n'étaient pas trop concernés par l'ISF. C'est pas trop leur truc. Ils ont déjà réussi à échapper à l'impôt, tu vois, par d'autres biais. Et c'est vrai que quand on me disait pendant le débat sur l'ISF, mais regardez, c'est un impôt qui n'est pas juste parce que finalement, c'est un impôt qui fait payer les millionnaires et il ne fait pas payer les milliardaires. Donc, on le supprime. Ben non, moi, ma question, c'était de dire, bah, attendez, effectivement, il y a peut-être moyen de faire mieux. Comment vous allez faire payer les milliardaires? Et ça, la question n'est pas posée. Donc, voilà. Donc, tu as les hyper-électeurs qui détiennent notamment les médias. Tu as les super-électeurs qui font des chèques de 7 500 € et en échange, il y aura la suppression de l'ISF. Et puis ensuite, il faut l'ultime validation par le peuple, quoi, par une fraction du peuple. Bon, voilà, c'est fait. C'est une espèce de validation à la fin. Et donc, Macron se retrouve aujourd'hui dans cette contradiction que la demande de ses mandants ultimes vient contredire la demande des hyper-électeurs et des super-électeurs. Et donc, il faut qu'il gère au milieu de ça et qu'il faut qu'en fait, là, aujourd'hui, qu'il détourne le grand débat. Qu'il fasse, voilà, comment on détourne le grand débat? Ben, on vient dire que bon, il va falloir baisser, en fait, on macronise le débat, on macronise la demande des gens sur les ronds-points en disant, ben, ce que vous demandez, c'est une baisse de la dépense publique. Donc, on va vous gérer la baisse de la dépense publique. Ensuite, bon, vous avez un problème avec l'organisation de l'État et des collectivités locales. Alors ça, tu vois, c'est une demande sur les ronds-points. Alors nous, notre question, c'est sur les collectivités locales. Non, t'entends jamais ça. Ensuite, la transition écologique. Bon, ok. Je veux dire, je trouve ça très bien que les gens ils en discutent, mais c'est pas au cœur de la difficulté. Là, aujourd'hui, même au départ, c'était pas qu'ils étaient contre la transition écologique, c'était qu'ils étaient contre le fait que ça soit encore aux petits payés. Et non pas au gros. C'est l'injustice fiscale qui a encore été le truc. Et le dernier point, c'est la crise de la citoyenneté. Alors là, on va mettre le vote Alors c'est là-dessus qu'il veut faire un référendum à la fin, parce qu'il sait que là-dessus, il y a des chances pour qu'on dise oui, tu vois, sur... Oui, le vote à 16 ans, ou la prise en compte du vote blanc, ou le référendum d'initiative citoyenne, des choses avec lesquelles on est pour. Mais je le redis aux camarades qui sont pour le RIC, et j'en suis. N'oubliez pas les premières demandes. N'oubliez pas les premières demandes de justice fiscale et de justice sociale. N'oubliez pas ça tout de suite. Ne me dites pas, bon, bah, c'est le RIC qui viendra, ensuite on fera des référendums là-dessus. Non, 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 non. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Non, vraiment. Alors là, c'est là qu'il joue avec le feu. Parce qu'il dit, bon, il va falloir causer d'immigration, il va falloir causer de laïcité. Donc ça veut dire de l'islam en vérité, tu vois. Et il va falloir causer ça, qui est quand même pas le truc qui est revenu, mais c'est là-dessus. Et donc, il joue avec le feu. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on a quasiment une alliance objective entre En Marche et le Rassemblement National. Il s'agit, tout comme on peut dire Mitterrand, il a un peu joué à ça dans les années 80. À faire monter le Rassemblement National pour diviser la droite et continuer à gérer son truc. Et bien aujourd'hui, Macron, il organise un face-à-face avec Marine Le Pen, parce qu'il sait que sa seule chance de gagner, c'est dans un face-à-face avec Marine Le Pen. Et c'est ça qui est organisé aujourd'hui. Alors, sur ce grand débat, pour conclure, d'abord j'avais vu les vœux du maire de Camon, parce que on me dit on vous voit plus beaucoup, mais je continue à bosser en local et notamment je vais aux vœux parce que c'est intéressant de rencontrer les gens. Les vœux du maire de Camon, Jean-Claude Renaud, qui dit ceci: je vais vous donner mon sentiment. D'abord, Sa Majesté doit comprendre que les maires ne sont pas ses sujets dont il peut disposer à sa guise pour jouer les pompiers, alors que ses ministres allument le feu chaque jour avec des déclarations où se mêlent l'indécence et le mépris. Ensuite, il est hors de question pour moi d'être tant soit peu identifié comme le représentant et donc le défenseur du président et de son gouvernement. On a évoqué un kit qui serait mis au maire pour expliquer. Mais expliquer quoi? S'il s'agit de recevoir les citoyens pour leur dire « exprimez ce dont vous avez besoin, je vais vous expliquer comment vous en passez », alors ce sera sans moi. Je ne me prêterai pas à cette mascarade. Le serviteur de l'État, c'est le préfet. Voilà, c'est des déclarations du maire d'à côté, là, Jean-Claude Renaud. Et je dirais que plus largement, c'est une spécialité d'Emmanuel Macron.
que ces grands débats dont il viendra seul tirer les conclusions. Le lancement d'En Marche, ça avait été ça. C'est on envoie tout le monde aux portes, on lance des questionnaires, il va y avoir des agences spécialisées dans le consulting pour les traiter, et en vérité, à la fin, ils décident qu'il faut supprimer l'impôt sur la solidarité sur la fortune, ce qui a sans doute été une demande constante des gens rencontrés par les marcheurs dans les cages d'escalier. Et on avait interviewé des marcheurs qui disaient qu'au fond, leur dégoût du président de la République était né de là. C'était d'avoir été manipulé pour qu'on fasse remonter des choses qui finalement n'avaient à l'arrivée aucune utilité. Et on a vu la même chose, nous, en première ligne, sur les états généraux de l'alimentation, puisqu'on était sur le dossier agriculture. On a vu se tenir pendant des mois et des mois des réunions où on réunissait les associations, les syndicats, les distributeurs, les industriels, bon, tout ça très bien. Et à la fin, rien. Voilà comment ça s'est soldé. Donc c'est une espèce... Il paraît que ça s'est passé à peu près de la même manière sur le dossier justice, mais moi je n'ai pas trop suivi. Mais voilà comment... donc il imagine à la place de Clémenceau qui disait quand vous voulez enterrer un dossier, vous faites une commission. Bah là c'est vous voulez enterrer un mouvement, et ben vous faites un grand débat national à la place et puis allez discuter entre vous et puis à la fin c'est moi qui tirerai les commissions. Sachant que bon c'est quand même comique que même la commission nationale pour le débat public, elle se retire du truc en disant bon maintenant c'est le gouvernement qui gère directement, il n'y a pas d'indépendance donc allez-y débrouillez-vous quoi. Bon dernier point, je prévoyais que c'était le deuxième mais tant pis. Il paraît qu'en janvier, il y en a qui font l'abstinence d'alcool. Hein. Moi, j'ai choisi l'abstinence de micro. 0 média en janvier. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense que j'ai dit assez de conneries sur la fin de l'année dernière. Déjà, j'ai consumé une partie de mes réserves. Donc voilà. Et je pense qu'il est nécessaire parfois de se ressourcer, d'être en retrait. Même si, en ce moment, je dois dire que j'éprouve avec ça une forme de lâcheté. De lâcheté parce que je vois les camarades qui sont sous le feu de la mitraille médiatique. À commencer par les Gilets jaunes eux-mêmes, ce qui arrive à Éric Drouet, pour moi, c'est de l'ordre de l'injustice. Que le mec, oui, il a dit, bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Et sur un plateau télé, on lui dit, bon, bah, qu'est-ce que vous faites si vous arrivez devant l'Élysée? Bah, on rentre. Et le mec, il se fait traiter de putschiste derrière. Bah, il rentre. Je veux dire, à ce moment-là, c'était des putschistes aussi. Le 6 octobre 1789, quand les femmes sont allées à Versailles pour faire sortir le roi de Versailles et le ramener à Paris. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait nécessaire, puisque on se targue de décentralisation, c'est qu'on décentralise l'Élysée. Qu'on amène l'Élysée au puits-en-velay. Ça donnera une autre son de cloche au président de la République que d'être encore enfermé dans ce Paris qui est devenu Versailles. Bon, donc voilà. Et je veux dire, pour un mec comme Drouet, qui n'était pas fait pour la politique au départ, j'imagine, je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré, et je ne regarde même pas ses vidéos sur Facebook, tu vois, j'en ai des petits bouts, mais je me dis, putain, ce mec, il n'avait pas décidé de faire de la politique, il se lance dans cette histoire-là, bim, il est mis en garde à vue, sa femme elle est entendue, on fouille sa baraque, parce qu'il a dit que... Bon, et il faut faire gaffe parce que c'est comme ça qu'on crée des enragés. C'est comme ça qu'on crée des gens qui pètent des câbles et qui finissent par rompre, en effet, avec la loi commune, parce qu'on les pousse à bout. Il faut voir que pour moi, je pense que ça doit être quelque chose de dur à vivre, nerveusement, que d'être pris comme ça, comme cible. Donc bon, d'ailleurs c'est moi qui avais offert le livre à Mélenchon sur Un homme du peuple sous la Révolution, sur l'autre Drouet, le Drouet de la Révolution, qui arrêta Louis XVI à Versailles, mais qui par ailleurs a mené une vie extraordinaire, y compris à essayer de construire un parachute pour s'évader d'une prison allemande. Bon, un personnage vraiment tout à fait rocambolesque. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Mélenchon, aux Insoumis, à moi-même? C'est qu'on continue d'être solidaire des Gilets jaunes. C'est qu'on pense que c'est une voie d'animation de la démocratie. Et que c'est une bataille qui est menée aujourd'hui contre l'oligarchie, qu'aujourd'hui, ce sont les Gilets jaunes aussi qui représentent la démocratie dans ce pays. Mon retrait aussi est le sentiment d'être parfois seul dans cette bagarre. Alors, il y a un groupe parlementaire, il y a des points de vue politiques, mais on voit, je trouve, combien il y a peu d'intellectuels, combien il y a peu d'artistes, combien il y a peu de voix qui interviennent aujourd'hui dans le débat public pour dire stop, pour se mettre aux côtés des Gilets jaunes, pour dire la manière dont ils sont traités, c'est pas normal, ils représentent une part du peuple français. Je trouve que c'est très faible aujourd'hui ce qu'il y a. Il y en a quelques-uns, mais c'est extrêmement faible. Quand en face, on a affaire à 100 voix, à 1000 bouches, à des hydres, à 10 000 têtes
qui viennent répéter que ça suffit, maintenant il faut rentrer chez soi, qu'il y a un grand débat, qu'ils sont agressifs, que c'est de l'antisémitisme, qu'il y a des racistes, que, tu vois, et tu as l'impression d'avoir, comme Hercule, quand il doit combattre l'hydre, et puis il y a 10 têtes qui repoussent à chaque fois, des têtes d'éditorialistes, de journalistes, d'économistes, ainsi de suite. Alors pourquoi il y a aussi peu d'intellectuels qui se rangent du côté des Gilets jaunes, ou au moins tentent de porter la voix, comme au moment de la Commune, Victor Hugo a tenté de la porter, ou Vallès s'est rangé à leur côté. Je pense qu'il y en a aussi peu qu'à l'époque, parce qu'au fond, la classe intermédiaire, elle s'est coupée de cette classe-là, des classes populaires, en particulier les classes populaires périphériques, qui ont introduit une distance avec tout ce qui était l'univers médiatique, l'univers intellectuel, et qui au fond assez peu de relais dans cette classe-là. Et je pense que c'est ça le problème auquel on a à faire face aujourd'hui, c'est une espèce de cassure qui fait que du coup il y a un combat qui apparaît un peu nombreux, mais avec une majorité dans l'opinion, mais sans voix forte pour s'exprimer dans les médias en dehors de quelques politiques. Bon, alors par exemple, une voix que moi j'aimerais bien entendre en ce moment, et je termine là-dessus. Promis. Non, j'ai lu ce week-end le dernier bouquin d'Éric Vuillard, La guerre des pauvres. Ah, je voulais réviser avant. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte les révoltes protestantes, religieuses, millénaristes, mais au fond sociales et populaires du XVIe siècle. En Allemagne, mais aussi par exemple en Angleterre. Parce que je connais un peu l'histoire de Münzer en Allemagne. J'avais vu une pièce de Jolimom là-dessus. Mais je ne connaissais pas ce qui s'était passé en Angleterre à la même époque. Et d'ailleurs, il y a tout un passage où on voit, alors je ne sais plus comment il s'appelle le mec, Litt, je crois. Bon. Sa fille se fait violer par un percepteur parce qu'il n'a plus les moyens de payer l'impôt. Tu vois? Lui, il le croise. Il fout le percepteur à bas du cheval, il le tape et il le tue. Bon. Et ensuite, il soulève les paysans qui finissent par envahir Londres, qui envahissent le palais, qui prennent la tour de l'archevêque, qui décapitent l'archevêque. Bon, une révolte populaire. Et là, le roi intervient et il introduit des négociations. D'ailleurs, pareil dans l'affaire de Münzer. Il introduit des négociations. Et là, il dit, il a cette phrase, Éric Vuillard, il dit « La négociation est une tactique de guerre ». Il est évident que je trouve un écho à cette guerre des pauvres dans ce grand débat national d'aujourd'hui. On a des corps qui sont engagés dans les manifestations, des corps qui sont engagés dans une lutte, qui se retrouvent chaque samedi, qui font bloc. Et on leur dit « Non, 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 on va transformer ça en négociation ». C'était le même Éric Vuillard qui a écrit un bouquin sur le 14 juillet, où il donne les noms de tous ceux qui ont participé au 14 juillet, qui se sont fait tuer, qui ont agi. Il raconte cette histoire-là, ce soulèvement populaire par le détail. Tu vois? Une grande attention aux révoltes populaires. Évidemment, ce que je pense, c'est qu'au fond, le 14 juillet était un mouvement aussi impur et peut-être encore davantage que les Gilets jaunes. Les mecs qui se soulevaient pour trouver des armes parce qu'il y avait une fake news. Camille Moulin avait dit on va se faire envahir, les gardes suisses et tout ça, ils vont nous écraser. Donc, il faut qu'on trouve des armes. Et c'est ça qui a produit la révolte du 14 juillet. Donc, c'était une révolte impure. Et les mecs qui ont participé à cette révolte-là, on leur a pas demandé si c'était bien progressiste. Ils ont fait le 14 juillet. Le truc, c'est qu'on est aujourd'hui dans un climat tellement réactionnaire qu'au fond, il y a un reniement de la Révolution française. Mais ça, c'est une autre histoire. Et enfin, le même Éric Vuillard avait publié l'Ordre du jour. Qu'est-ce que l'Ordre du jour? C'est ce moment où la grande bourgeoisie allemande, ce que j'ai appelé tout à l'heure les hyper-électeurs, se mettent d'accord autour d'une table pour se dire, bon, on va financer Hitler, c'est notre meilleure solution, notamment face au communisme, dans le monde, dans le temps actuel. Et ça raconte ça. Je pense que voilà, une voix que j'aimerais entendre, l'apport de la littérature, l'apport de l'histoire, pour comprendre la crise d'aujourd'hui et pour contester l'ordre social d'aujourd'hui, qui se présente en costume, avec des mots bien lisses, en disant voilà, venez débattre, discutons. Bon, eh bien, je pense que j'aimerais entendre Éric Vuillard, parce que
ces heures passées à réfléchir à Thomas Müntzer, à réfléchir à l'Angleterre du XVIe siècle, à réfléchir au 14 juillet, à réfléchir à la montée en puissance d'Hitler aidé par la grande bourgeoisie allemande, j'aimerais savoir ce que Éric Vuillard a à nous dire de la France de Macron et des Gilets jaunes aujourd'hui. Voilà. Enfin, dernier conseil, j'ai conseillé là des bouquins, je vais conseiller un film. Je suis allé voir Les Invisibles avec Corinne Maziero la semaine dernière. J'ai trouvé ça super. C'est une copine Corinne Maziero, donc c'est un copinage, je ne le cache pas, mais généralement quand je trouve les trucs des copains pas terribles, je ne dis pas que c'est pas terrible, juste j'en parle pas. Et là je dis vraiment que je pense que c'est bien, et encore une fois, évidemment, rien que dans ce titre, Les Invisibles, on voit le lien qu'il peut y avoir avec la crise d'aujourd'hui. Voilà, j'étais plus long que d'habitude, hein, mais ça fait un bout de temps que j'ai pas causé. Puis comme je fais abstinence de micro médiatique et puis tout ça, de plateau télévisé, il faut bien que je me rattrape ailleurs. Bon allez, salut les copains.